Bonjour Marc Totti. Bonjour. Vous êtes économiste, président du cabinet ACDFI, je prononce bien? Tout à fait, tout à fait. Aux commandes de l'économie et de la finance. Parce qu'on me dit, ça veut dire quoi ACDFI? Donc voilà, c'est-à-dire aux commandes de l'économie et de la finance. C'est l'acronyme. Merci pour la précision. Alors j'aimerais vous faire rebondir directement sur ce que vient de dire Michel-Édouard Leclerc, qui communique beaucoup dans les médias. Est-ce qu'il a raison de dire que l'inflation, c'est un choix politique, de dire que finalement, en creux, il y a des gens qui profitent de l'inflation aujourd'hui? Alors d'abord, à la base, l'inflation, c'est une erreur politique. Une erreur des dirigeants du monde, et notamment en Europe. On dit souvent que l'inflation est née avec la guerre en Ukraine, c'est complètement faux. L'inflation a commencé en 2021. Pourquoi? C'est très simple. C'est l'une des règles de base de l'économie. C'est l'offre et la demande. Et en fait, pendant le coronavirus, on croyait que c'était la fin du monde, donc on a actionné la dette publique, on l'a financée par les banques centrales, ce qu'on appelle la planche à billets, donc on a créé de la demande artificielle, entre guillemets. Si d'ailleurs on s'était arrêté en 2020, pendant les 3 mois de la première pandémie, on aurait pu dire ok, mais après on a continué, on s'est dit mais c'est formidable, c'est une sorte de drogue dure entre guillemets, on va continuer de faire cette planche à billets. Moi j'ai pas arrêté, de m'élever contre cela, j'ai même dit à Bruno Le Maire, à Bercy, etc. Finalement on m'a pas écouté. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis de soutenir l'économie. Alors, à court terme, oui, sauf qu'après, si vous voulez, une fois que le corona était déjà commencé à être un petit peu moins là, on a continué d'actionner la dette publique qui a explosé. Je vous donne un chiffre très simple. On va en parler, je crois, tout à l'heure. La dette publique a augmenté de 638 milliards d'euros depuis le début 2020. Sur la même période... Donc on parle de la dette publique française. Sur la même période, le PIB français a augmenté de 238 milliards. Oui. 400 milliards d'écart. Où est cet argent, entre guillemets, comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a créé une demande artificielle. Et donc, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, l'inflation commence à augmenter dès 2021. Moi, je n'ai pas arrêté d'alerter, sauf qu'à ce moment-là, c'était un choix politique. On a dit, on continue. Même si il y a moins de Covid, on continue. Et après, alors que la Banque Centrale Européenne aurait dû dire stop, comme c'est son rôle, c'est de limiter l'inflation, j'arrête la planche à billets, pas du tout. Elle a continué et elle a arrêté, elle a augmenté les taux d'intérêt en juillet 2022, après la guerre en Ukraine, lorsque là, l'inflation est devenue évidemment complètement incontrôlable, parce qu'il y avait le problème des prix des matières premières. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, l'inflation est devenue incontrôlable. On ne peut rien faire pour l'arrêter. Bien sûr pour enrayer cette spirale de l'inflation. Je vais vous dire, malheureusement, elle va s'arrêter toute seule. Comment s'arrête l'inflation? On a l'histoire de l'économie planétaire depuis des siècles. Si vous voulez, ça se termine toujours de la même façon, avec une récession. C'est-à-dire qu'en fait... Ce qui n'est pas très heureux non plus. C'est pas heureux, mais encore une fois, on paye les erreurs du passé. C'est-à-dire comme on a laissé cette inflation filer... Alors il n'y a pas que nous, les Américains aussi se sont un petit peu trompés, mais ils ont réagi plus vite que nous. Nous, on a dit non, mais... Tout va bien. Je veux dire, Madame Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, encore en novembre 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, moins d'un an, elle nous a dit « l'inflation vient de nulle part ». C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, son rôle, c'est de limiter l'inflation. Elle nous dit l'inflation vient de nulle part. Ça fait un peu peur. On l'a vu venir quand même, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que, pour répondre à votre question maintenant, une fois qu'on a laissé filer l'inflation, effectivement, certains vont en profiter. Ils se disent, il y a une sorte d'effet de rattrapage. En disant, comme les coûts augmentent, moi aussi, je vais augmenter mes prix de vente. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Eh bien, les prix vont tellement augmenter qu'on ne va pas pouvoir continuer de consommer. Et si la consommation baisse, les prix vont baisser d'eux-mêmes. Comprenez? Donc, ce qui est fou, c'est que nous, en France, et c'est là qu'on entre dans un cycle de ce qu'on appelle la récession. Exactement. C'est-à-dire qu'on a la récession et après, donc, les prix finissent par baisser. Le problème qu'on a, c'est que, notamment en France, on ne veut plus voir la réalité en face. On ne veut plus se faire mal, entre guillemets. Donc, dès qu'il y a un peu d'inflation, ne vous inquiétez pas, on va faire le quoi qu'il en coûte, nouvelle version, on va donner des chèques, on va donner des subventions, etc. Or, je vais vous donner quelques chiffres très simples. Depuis début 2022, quand on regarde l'évolution des prix à la consommation, on va prendre 3 pays. On va prendre la France, donc où on a eu un bouclier tarifaire formidable, la Belgique et l'Espagne. Là, il n'y a pas eu de bouclier. On a laissé faire les prix, finalement. Eh bien, à aujourd'hui, c'est-à-dire au mois d'août 2023, les prix à la consommation en France ont augmenté de 11,5%. Norme Eurostat harmonisée. Attention, c'est une moyenne. Si on prend l'alimentaire, on est à 27% de hausse. C'est beaucoup plus. Mais bon, juste en moyenne, 11%. En Espagne, 9,4%. En Belgique, 6,5%. Donc la France est un mauvais élève, même au sein de l'Union européenne. Ce que je veux dire par fou, c'est que ce qui est fou, c'est qu'on a voulu, encore une fois, entre guillemets, masquer la réalité. Donc on a mis des subventions, etc. Peut-être certains en ont profité. Et si bien qu'aujourd'hui, quand on voit le résultat des courses, il y a eu plus d'inflation chez nous que dans les pays où il n'y a pas eu de bouclier tarifaire. Marc Totti, est-ce que l'État, via la TVA, ne profite pas un peu aussi de l'inflation? Évidemment, indirectement, oui.
Clairement, hein, je veux dire, on va sur le prix du pétrole. On parle des profiteurs. Globalement, alors, juste pour terminer par rapport à tout à l'heure aux grandes enseignes, à Leclerc, etc., c'est clair que ceux qui profitent le plus aussi de la vague d'inflation, c'est les grandes surfaces, les grandes enseignes, parce qu'elles mettent en avant leur marque, vous savez, leur marque propre, où là, comme par hasard, les prix baissent. Donc évidemment, comme les consommateurs n'ont pas de quoi acheter, ils vont se reporter sur ces marques. Et donc on le voit aujourd'hui. C'est une manière de se distinguer pour. De distinguer, oui. Mais ce qui est clair, c'est que, et c'est le conseil qu'on peut donner, je dirais, à ceux qui nous écoutent, il faut faire jouer la concurrence. C'est comme ça que l'inflation va reculer. Une fois que vous allez arrêter d'acheter des produits à un prix qui n'a rien à voir, qui est complètement fou, là les prix vont finir par baisser. Le problème, c'est que quand il y a de la déflation, c'est-à-dire de la baisse des prix, il y a donc de la récession, il y a du chômage et ainsi de suite. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Mais c'est sûr que la solution, c'est pas de colmater les brèches, parce qu'à la fin, c'est ça qui est fou, vous l'avez dit, les recettes fiscales augmentent. Par contre, le déficit public explose. Là aussi, on n'en a pas parlé, mais on a eu les chiffres, là, il y a quelques semaines, sur les 7 premiers mois de l'année en France, le déficit de l'État français, ça veut dire hors collectivité locale, hors sécurité sociale, déficit de l'État français, tenez-vous bien, sur 7 mois, 169 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça. Alors même pendant le corona, on n'a jamais vu ça. À ce propos, j'aimerais vous faire écouter ce qu'en dit Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'était sur France Info en fin de semaine dernière. Je vous propose de l'écouter, je vous fais réagir juste après. Qualifié et mieux rémunéré. Mais bien entendu qu'il reste aujourd'hui beaucoup de personnes en difficulté, beaucoup de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, beaucoup de personnes qui ont du mal à se nourrir. Et notre responsabilité, c'est de leur offrir des solutions sur les prix alimentaires. Je me bats matin, midi et soir pour cela, de permettre aux associations de remplir leur rôle et de sortir le maximum de personnes de la pauvreté dans les mois qui viennent. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à l'entendre, on va un peu poursuivre ce dans quoi on est aujourd'hui. Si vous voulez, encore une fois, je veux dire, on a la chance de vivre en France. La France, c'est un pays qui est formidable. On a un poids des dépenses sociales de 31,6% de notre PIB. C'est numéro 1 au monde, alors que la moyenne de l'OCDE, ça veut dire les pays riches, c'est 21%. 10 points de plus, vous vous rendez compte? Donc, avec ça, on serait en droit d'attendre une France de la paix sociale, du calme, où tout le monde est content, finalement, il n'y a pas de crise comme aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas le cas. Donc, alors justement, qui sont les Français impactés concrètement par l'inflation aujourd'hui? On a l'impression que ce sont les classes populaires, que ce sont les plus pauvres. Est-ce que c'est vraiment le cas? Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'inflation, elle est surtout focalisée sur les biens alimentaires, sur les biens du quotidien, finalement. Et donc, évidemment, c'est comme dans la météo, si vous voulez, il y a les températures affichées, les températures ressenties. Donc là, quand on dit qu'il y a une inflation en France à 4,8% ou 5,7% aux normes Eurostat, on dit, attendez, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus. Et oui, parce que les biens du quotidien, les biens alimentaires... L'énergie notamment. L'énergie également, enfin, vous avez l'énergie et l'alimentaire, qui donc explose. Juste un chiffre, l'alimentaire, ça a augmenté de 21% depuis 2021. 21%, c'est-à-dire autant que les 15 années précédentes, en 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est ça qui est extrêmement douloureux et vous avez raison, c'est-à-dire que globalement, malheureusement, vous savez, quand on calcule l'inflation, c'est un panier de biens moyen. Donc, par exemple, l'alimentaire, c'est autour des 18-19% de ce panier de biens. Mais pour les ménages modestes, ça peut monter à 50%. La catégorie alimentaire. Donc les Français les plus modestes, malheureusement, c'est eux qui prennent de plein fouet cette inflation. Et donc c'est ça où c'est très dangereux aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, social et sociétal. Il y a un vrai danger, et c'est là où justement, peut-être que l'État aurait dû mieux allouer, peut-être réduire certaines taxes, etc., pour limiter l'impact sur les ménages modestes. Alors justement, Marc Toiti, puisqu'on parle des solutions, est-ce qu'une augmentation des salaires serait vraiment préjudiciable à l'économie? Alors, vous savez, c'est pas compliqué. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est ce qu'on appelle l'indexation des salaires au prix. En gros, on dit, l'inflation a fait plus 7, les salaires doivent faire plus 7, et ainsi de suite. Bon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une inflation qui est beaucoup plus importante que l'augmentation des salaires. La dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était en 1981. C'était aussi un choix politique de François Mitterrand, à l'époque, et donc de la gauche, etc. Bref, et à l'époque, l'inflation, ensuite, à cause de cela, a augmenté à 14,5%. C'est d'ailleurs le sommet historique. On n'a jamais eu une inflation aussi élevée en France, à tel point qu'après, on a dû faire, vous savez, c'était la rigueur de 82-83. Et donc là, il y a une récession dramatique. Donc, ce n'est pas la solution. Les salaires augmentent de facto si effectivement c'est justifié, bien entendu. Par contre, il y a une solution pour augmenter les salaires nets. C'est-à-dire que si on réduit les charges qui pèsent sur les salaires, donc l'État effectivement réduit ces charges-là, ou on décide avec les partenaires sociaux, à ce moment-là, les salaires nets augmentent, mais l'entreprise ne paye pas.
Mais c'est absolument moins de recettes pour l'État. Mais sauf que si vous faites ça, il faut aussi réduire les dépenses publiques. Et c'est là qu'on n'y arrive pas depuis des années. La dépense publique en France, c'est, n'oublions pas, 58%. On va y revenir à la dépense publique, mais ce que je veux vous demander derrière, Marc Toiti, c'est que maintenir les salaires plutôt bas, est-ce qu'à moyen terme, ça ne peut pas être une façon, en tout cas ne pas les corréler à l'inflation, est-ce que ça ne peut pas être une façon de rendre la France plus attractive à moyen terme pour les investisseurs ? Alors, globalement, ce qui compte, c'est, vous savez, plus important que les salaires, c'est la productivité. C'est-à-dire que si vous méritez une hausse de salaire, on vous la doit. C'est-à-dire que si vous êtes productif, si vous faites des gains de productivité, votre hausse des salaires, elle est tout à fait digérée par votre travail. Donc c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le travail, entre votre productivité, ce que vous rapportez à votre entreprise et votre salaire. Le danger, c'est quand tous les salaires augmentent de la même façon, quel que soit le salarié. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs une inégalité. Celui qui a fait beaucoup pour l'entreprise ou même pour lui-même, il a la même hausse des salaires que celui qui finalement n'a pas fait grand-chose. Alors on va dire que c'est inégalitaire. Oui, mais en fait non, c'est très inégalitaire. Parce que justement, il doit y avoir une correspondance entre les salaires et le travail qui est effectué. Il faut que ce soit corrélé et mérité. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en termes de pression fiscale, parce que là c'est important, là on peut faire quelque chose, nous sommes toujours, nous les Français, les numéros 1 du monde. Donc c'est sûr que si on veut rendre l'économie française plus compétitive, si on veut réindustrialiser, évidemment il faudra réduire la pression fiscale. D'ailleurs, vous savez, quand on veut attirer les boîtes, les entreprises étrangères, on dit venez en France, venez, qu'est-ce qu'on leur fait ? On leur fait des cadeaux fiscaux pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on fait une petite franchise fiscale, vous ne payez rien. Donc ça veut bien dire qu'on est conscient qu'on a un problème de fiscalité. Donc oui, si on veut être plus compétitif, il faut réduire cette pression fiscale, la pression également réglementaire qui pèse sur le marché du travail, le marché de l'économie au sens large. Et là, vous y arrivez, là, la France, et donc c'est pas un problème de salaire. Je pense que les salaires peuvent augmenter si effectivement la productivité est là et si c'est mérité. Mais on ne peut pas augmenter les salaires de la même façon pour ceux qui le méritent et ceux qui ne méritent pas. Est-ce que ce n'est pas aussi en lien avec le sujet de l'immigration, concrètement, en ayant moins recours à des travailleurs immigrés, par exemple, ou en réduisant les aides à l'immigration? Est-ce qu'on ne pourrait pas, là, du coup, augmenter davantage les salaires? Non, je pense qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, l'immigration, ça dépend si y a une demande en face. C'est-à-dire que globalement, si effectivement l'immigration s'insère dans la société française, si elle est là et qu'elle trouve tout de suite du travail, etc., s'il y a une demande pour ça, il n'y a pas de problème. Le danger, moi je viens des cités HLM d'Orly, donc je peux vous en parler, c'est qu'effectivement, si on parque effectivement l'immigration, etc., alors là, c'est des bombes à retardement. Donc voilà, il n'y a pas de solution magique. C'est pas simplement, il faut penser global. Nous, le problème, c'est qu'on pense à chaque fois par le petit bout de la lorgnette, alors un petit peu d'immigration, un petit peu ci, un peu de là. Non, il faut penser global. Il faut moderniser l'économie française au sens large, ce qu'on ne fait pas depuis 30 ans, malheureusement. Et bon, on a commencé à un petit peu le faire dernièrement, mais on est très, très loin du compte. Et donc, Marc Toiti, quand sur le Figaro.fr, Chardon Bleu, qui nous regarde en direct, et je le salue, nous dit que tous les Français se sont globalement appauvris depuis qu'Emmanuel Macron a été nommé, depuis qu'il est président de la République, et même depuis qu'il est ministre de l'économie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans les faits? Parce que c'est ce que Marine Le Pen, qui a fait sa rentrée politique ce week-end, disait aussi, c'est qu'on est dans une forme de déclassement. Il y a deux choses, si vous voulez. Elle dit que la situation est catastrophique. Tout n'est pas lié à Emmanuel Macron, il ne faut quand même pas exagérer, même si, à mon avis, il aurait pu faire beaucoup plus. Mais c'est sûr qu'on a un déclassement de la France. Je vais vous donner un chiffre très simple. Ce qu'on appelle le PIB par habitant. Ça veut dire la richesse qu'on crée par habitant en France. Dans les années 90, au niveau mondial, parce qu'on se compare aux autres, la France était 11e mondial. Un beau classement. Aujourd'hui, nous sommes 24e du monde. Donc on s'est complètement déclassé de ce point de vue-là. Parallèlement, quand on voit qu'on a cette inflation qui est forte, oui, beaucoup de Français, malheureusement, se sont appauvris. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une situation où beaucoup de Français, et notamment ce qu'on appelle la classe moyenne, elle s'appauvrit. Ça, c'est extrêmement dangereux, bien entendu. Alors, c'est pas que lié, effectivement, à Emmanuel Macron, mais c'est vrai que globalement, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes mesures. Et en même temps, Marc Toiti, le taux de chômage aujourd'hui est en baisse, l'économie résiste plutôt bien. En termes de PIB, techniquement, la France n'a jamais été aussi riche. Donc, est-ce qu'on s'en sort si mal que ça? Alors non, il y a eu un bon chiffre au deuxième trimestre du PIB. Je pense que malheureusement, au troisième trimestre, on va avoir une baisse du PIB. Et sur le chômage, je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a un indicateur de l'INSEE que moi je suis depuis des années qu'on appelle l'indicateur du climat de l'emploi. C'est l'INSEE qui le calcule, c'est un truc très sérieux. Et donc depuis quelques mois, cet indicateur est en train de chuter très fortement. Et donc il est très bien corrélé avec le taux de chômage. Donc ce qui veut dire que si le climat de l'emploi se détériore, le chômage malheureusement va repartir à la hausse. Et d'ailleurs, quand on dit, vous savez, il y a eu deux erreurs qui ont été faites. Je pense que faire attention à la communication que font nos dirigeants, quand on dit oui, on est les meilleurs élèves de l'inflation, par exemple, c'est pas vrai. La France aujourd'hui est dans le peloton de tête
des pays les plus inflationnistes de la zone euro. Pareil sur le chômage, on dit oui, le chômage est l'un des plus faibles d'Europe. C'est pas vrai. Quand vous prenez l'Union européenne, on est numéro 5. C'est-à-dire il y a l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la Finlande. Et nous, on est là, on est ex aequo avec la Finlande. Donc on est numéro 4, numéro 5 sur 28, 27 pays de l'Union européenne. Vous vous rendez compte? Donc il reste du travail. Il y a du boulot. Et pour moderniser l'économie et pour éviter une explosion de la dette publique, vous l'avez dit. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que comme on a eu cette fuite en avant permanente, regardez ce qui se passe au niveau des entreprises. Les faillites d'entreprises explosent. Chiffre de la Banque de France, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Et non, le dernier mot, parce qu'en fait, pendant le corona, on a dilapidé un peu n'importe comment, et maintenant, on a entretenu des entreprises qu'on appelle zombies, c'est-à-dire qui devaient disparaître, mais qu'on a entretenues artificiellement, et maintenant, les bonnes entreprises qu'on devrait aider, on n'a plus les moyens pour les aider. Et donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Il faut aujourd'hui avoir une politique public qui coûte très cher, mais qui soit beaucoup plus efficace. C'est ça le but, effectivement, de l'action politique et économique au niveau français notamment, mais également au niveau mondial. Eh bien, on vous a entendu, une stratégie beaucoup plus efficace. Avec plaisir. On espère que le gouvernement... j'espère, ça fait longtemps que je le dis depuis des années, mais bon, malheureusement, on ne m'écoute pas tous les jours, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, ce soir, on vous a entendu. Merci beaucoup, Marc Toiti. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet AC Défis.